Bonjour à tous, on y va pour le chapitre 10 où on va parler de la gravitation universelle. Chapitre 10, la gravitation universelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gravitation? Déjà, la gravitation, c'est quelque chose qu'on ressent tous les jours, tout le temps. C'est ce qui fait qu'on est attiré vers la Terre, c'est ce qui fait que quand je lâche un objet, il tombe, c'est ce qui fait qu'on reste au sol et qu'on n'est pas en apesanteur, contrairement aux cosmonautes qui sont là. Ces cosmonautes, eux, ils ne ressentent pas la gravitation, ils ne sont pas attirés vers le sol, on a l'impression qu'ils flottent. Bon, alors en vrai, c'est pas tout à fait ça. Ils ressentent quand même la force de la Terre qui les attire, et vu qu'ils tournent très vite autour de la Terre, ils subissent aussi l'effet d'une force centrifuge qui compense exactement la force qui les attire. Donc grosso modo, en fait, ils ressentent rien. Ils sont attirés ni d'un côté ni de l'autre. Ils sont donc en apesanteur. Mais nous, on subit bien cette gravitation. Alors, cette gravitation, on en voit aussi les effets quand la Terre tourne autour du Soleil. S'il n'y avait pas de gravitation, la Terre, elle partirait tout droit, elle irait tout droit et elle ne resterait pas à proximité du Soleil. On voit la même chose dans l'exemple quand je fais tourner la balle et que je tiens le fil. Là, tant que je tiens le fil, la balle tourne autour de ma main. En revanche, au moment où je lâche le fil, la balle part tout droit. Donc la gravitation, elle fait qu'il y a un truc qui attire les deux astres. Et si j'enlève ce truc qui attire les deux astres, elle partirait tout droit. On ne peut pas enlever la gravitation, alors rassurez-vous, la Terre va continuer de tourner, on ne va pas partir dans les fins fonds de l'espace. Vu que ça s'attire, on dit que la gravitation, c'est une force qui est attractive. D'accord ? Il y a un lien, les deux objets s'attirent. La différence avec l'exemple de la balle que je tenais par la ficelle, c'est que pour la gravitation, il n'y a pas besoin de lien. Elle se fait même à travers le vide qui sépare le Soleil de la Terre. Vu qu'elle se fait à travers ce vide, il n'y a pas besoin de lien, de contact, on dit que c'est une force qui s'exerce à distance. La gravitation, par exemple, quand je lâche le stylo, on a l'impression que c'est la Terre qui attire l'objet et pas le contraire. En réalité, les deux objets s'attirent mutuellement. Alors, on ne s'en rend pas compte que le stylo attire la Terre, c'est bien normal. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on ne s'en rend pas compte. La première, c'est que la Terre, elle est beaucoup plus lourde et donc elle est très dure à mettre en mouvement, alors que le stylo qui est très léger, c'est très facile de le faire bouger. Donc concrètement, on va voir que c'est lui qui bouge et pas la Terre. Deuxième chose, il y a le point de vue depuis lequel on observe le mouvement. Nous, on est fixe depuis la Terre, on voit le stylo qui bouge par rapport à la Terre. Mais si on était dans le référentiel du stylo, on verrait que la Terre se rapproche de nous. Ça, c'est le problème du référentiel. De la même manière, on va avoir tendance à dire que le Soleil attire la Terre, ou que la Terre attire la Lune, mais en réalité, dans les deux cas, le Soleil et la Terre s'attirent mutuellement, et la Terre et la Lune s'attirent mutuellement elles aussi. D'accord ? On va prendre des exemples pour illustrer ça. Si je prends un gros aimant et un petit aimant, et puis que doucement je les fais se rapprocher, il y a un moment, ils sont assez près pour que la force qui les attire soit assez grande pour faire bouger le petit aimant, et du coup on voit que c'est le petit aimant qui se rapproche. En réalité, ils sont toujours attirés tous les deux, mais juste le gros aimant est beaucoup plus gros et donc beaucoup plus dur à mettre en mouvement, du coup c'est le petit qui va bouger. Si je prends deux aimants identiques maintenant, de la même manière, je les rapproche doucement jusqu'à ce qu'ils soient assez près pour pouvoir s'attirer l'un l'autre, et bien là on voit que c'est les deux qui se mettent à bouger en même temps. D'ailleurs, ils se retrouvent au milieu de là où ils étaient avant qu'ils commencent à bouger. Maintenant, si je triche un petit peu et que je maintiens le petit aimant, je les rapproche doucement. Quand ils commencent à être assez près pour s'attirer fort avec le gros aimant, on voit que là, hop, c'est le gros qui se met en mouvement. C'est donc bien que les petits aimants ont attiré le gros aimant. Et bien c'est pareil avec la gravitation, d'accord ? Les petits attirent aussi les gros.
mais comme on l'a dit, vu que les gros sont difficiles à mettre en mouvement, on ne va pas avoir l'impression que le gros est lui aussi attiré. Mais en réalité, c'est le cas. À chaque fois, les deux objets s'attirent mutuellement, on dit que c'est une interaction. Et on va reprendre tout ça dans la première partie. La gravitation s'applique sur tous les objets qui ont une masse, donc sur tous les objets, sur tout ce qui existe. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est universelle. Petit 1, qu'est-ce que la gravitation? La gravitation est une interaction attractive et à distance qui s'applique sur tous les objets ayant une masse. On va donc souligner les mots importants. Donc c'est une interaction. Interaction veut dire qu'il y a deux objets qui agissent mutuellement l'un sur l'autre. Elle est attractive. Elle est aussi à distance. Interaction, ça veut dire que deux objets agissent l'un sur l'autre. Deux objets agissent l'un sur l'autre. La deuxième chose, c'est qu'elle est attractive. Ça veut dire que les deux objets s'attirent. Ils s'attirent mutuellement. Et la troisième chose, c'est qu'elle est à distance. C'est-à-dire que cette interaction, il n'y a pas besoin qu'il y ait un contact, il n'y a pas besoin qu'il y ait une ficelle qui relie les deux choses, ça se fait même à travers le vide, c'est donc à distance. Pas besoin de contact. Cette interaction qui est la gravitation universelle, on va la représenter par des forces. Des forces qui s'appliquent entre les deux objets qui sont en train de s'attirer. Alors, pour représenter une force, vous vous souvenez, on en a déjà parlé un petit peu dans le chapitre d'avant, il faut qu'on représente ce sur quoi s'applique la force, donc là, dans ce cas-là, sur les deux objets, les directions des forces qu'exercent les objets l'un sur l'autre, et vu que les deux objets s'attirent l'un et l'autre de la même manière, ces flèches auront la même taille. Petit 2, les forces de gravitation. L'interaction de gravitation entre deux objets qu'on appellera A et B peut se modéliser par deux forces notées. Alors, vous vous souvenez, dans une force, on note le symbole de la force avec après, en indice, celui qui agit et celui qui subit. Donc, force de A sur B, avec une flèche, mais vu que c'est une interaction, que les deux agissent l'un sur l'autre, on a dit qu'on avait utilisé deux forces, donc F de A sur B, vu que A agit sur B, mais B agit aussi sur A. Donc, et F de B sur A. On a dit que A et B s'attiraient autant l'un que l'autre. Donc les deux forces F de A sur B et F de B sur A auront la même valeur, elles auront juste des sens opposés. Ces deux forces ont la même valeur, mais des sens opposés. On va représenter les objets A et B avec des choses très simples. On va représenter par un point comme ça. Ça, ce sera l'objet A. Ici, je représente l'objet B. Et nous allons maintenant représenter les forces qui s'exercent entre les objets A et B. Donc, nous allons commencer par représenter la force de B sur A. D'accord? Donc là, B attire A. Donc c'est A qui est attiré, donc c'est A qui subit la force. La force doit donc partir de l'objet A. Et elle va vers l'objet B. On écrit maintenant son symbole, c'est la force exercée par B sur A. Donc de B sur A.
Et maintenant, la force exercée par A sur B, qui elle part de l'objet B, qui aura donc la même valeur, donc la même taille que l'autre, et qui ont tout simplement des sens opposés. Et celle-ci, c'est la force exercée par A sur B. C'est ainsi qu'on va représenter deux forces de gravitation qui s'exercent entre deux objets. Les points A et B ici pourront donc être n'importe quoi, tout ce qui est constitué de matière, que ce soit des planètes, une étoile ou n'importe quels autres objets. On va noter les mots qui sont importants, la même valeur, ce qui est représenté sur le schéma par la taille de la flèche, les deux flèches ont la même taille, mais des sens opposés. Les sens opposés étant représentés par les flèches qui vont dans des sens opposés. Nous allons maintenant voir comment calculer la force de gravitation qui s'exerce entre deux objets. Vous allez voir, la formule est un petit peu compliquée, mais on va apprendre à s'en servir petit à petit ensemble au travers d'un exemple. Alors, petit 3, calculer la valeur de la force de gravitation. Première chose, on a dit que les forces qui exerçaient A sur B et B sur A avaient la même valeur. Donc, F de A sur B est égal à F de B sur A. Lorsqu'on calcule leur valeur, on n'écrit pas la flèche. La formule, la voici. C'est grand G fois la masse de A fois la masse de B divisé par la distance entre A et B au carré. Alors, c'est une formule un petit peu compliquée, en effet, déjà. G, ici, c'est une constante. C'est juste une valeur. Vous n'avez pas à la connaître, on vous donnera sa valeur. Pour l'utiliser, il va falloir faire attention à quelques petites choses. Déjà, dans quelles unités sont toutes ces choses? D'accord? Donc, on va écrire tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et dans quelles unités est-ce qu'il faudra qu'elles soient? Alors, avec les forces F de A sur B, ou, c'est la même chose, F de B sur A, ça c'est bien la force de gravitation. Et l'unité qui correspond pour une force, vous le savez, c'est le Newton, donc en Newton. Ici, G, c'est la constante de gravitation. L'unité de G, on va la noter entre parenthèses parce qu'elle est un petit peu compliquée. D'ailleurs, moi je ne la connais pas par cœur non plus. Alors, c'est le Newton mètre carré divisé par des kilogrammes au carré. Donc, Newton mètre carré divisé par des kilogrammes au carré. Et on écrit à la puissance moins 2, ce qui revient au même que écrire divisé par kilogramme au carré. MA et MB, ce sont les masses des objets A et B. Donc ce sont les masses de A et B. Et les masses, comme vous le savez, s'expriment en kilogrammes. Et maintenant, la distance D, c'est la distance entre A et B. Alors, pour être même plus précis, c'est la distance entre les centres de gravité de A et B. Vous verrez que des fois, il pourrait y avoir des petits pièges. Et les distances dans le système international, l'unité légale de la distance, c'est le mètre.
Si on ne met pas les masses en kilogrammes et les distances en mètres, après le résultat ne serait pas en newton. Donc il faudra bien faire attention à convertir si nécessaire. Pour mieux comprendre cette formule de la force de gravitation que je vous ai réécrit ici, j'ai changé A et B par 1 et 2, car dans l'animation que nous allons utiliser pour mieux comprendre ça, au lieu de MA et MB, nous avons M1 et M2. Mais ça revient exactement au même. Cette animation, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle calcule la force de gravitation exercée par 2 sur 1 et la force de gravitation exercée par 1 sur 2. Elle les représente ici avec des flèches, les flèches étant proportionnelles à la valeur de la force. C'est-à-dire que si la force est 2 fois plus importante, la flèche sera aussi 2 fois plus longue. On peut faire varier les masses M1 et M2 ici. Ici, elles sont déjà réglées sur 300 kg pour la masse 1 et 450 pour la masse 2. Et on peut aussi faire varier la distance entre les deux masses. Nous avons la règle ici que nous allons placer à l'origine sur le centre de gravité de la masse 1. Et nous allons les placer l'une et l'autre à 3 mètres de distance. Donc ce qui correspond au D de la formule ici. La masse M1 correspond au M1 de la formule ici, et la masse 2 au M2 de la formule qui est ici. G, je vous le rappelle, étant une constante qui ne change jamais. Alors, premièrement, regardons l'effet des masses M1 et M2 sur la valeur de la force de gravitation. La masse M1, ici, est multipliée, c'est-à-dire que si on multiplie la masse par 2, qu'on prend une masse 2 fois plus grande, la force devrait, elle aussi, être 2 fois plus grande. Donc, pour une masse M1 de 300 kg, nous avons 1 fois 10 puissance moins 6 newtons. Si je prends une masse 2 fois plus grande, c'est-à-dire de 600 kg, nous avons bien 2 fois 10 puissance moins 6 newtons, ce qui est donc bien 2 fois plus grand. On voit aussi que la flèche est elle aussi 2 fois plus longue. De la même manière, si je prends maintenant une masse M1 2 fois plus petite, c'est-à-dire de 150 kg, maintenant on voit que la force est divisée par 2. C'est-à-dire qu'on était à 1 10 puissance moins 6, maintenant 5 10 puissance moins 7, ce qui correspond à 0,5 10 puissance moins 6, ce qui est bien divisé par 2. On va la remettre sur 300 kg. Pour l'effet de M2, eh bien c'est exactement la même chose que pour M1, vu que les deux sont multipliés. La force est proportionnelle à M1 et à M2, donc on aura exactement la même chose si on fait varier la masse M2. Maintenant, regardons l'effet de la distance. Dans la formule, on divise par le carré de la distance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je prends une distance ici qui serait 2 fois plus grande, je vais diviser par 2 au carré, donc diviser par 4. Ici, nous avons 1 10 puissance moins 6 newtons. Si je multiplie la distance par 2, que je passe donc de 3 mètres à 6 mètres, la valeur de la force devrait être divisée par 4. Donc nous passons de 3 mètres à 6 mètres et nous obtenons 2,5 10 puissance moins 7, ce qui fait 0,25 10 puissance moins 6. Et vous savez que 1 divisé par 4, en notation décimale, ça fait 0,25. Donc on voit bien que la force est divisée par 4. Maintenant, si je prends une distance 2 fois plus petite, je vais en fait diviser par 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 quart, ce qui va revenir à multiplier par 4. Donc si je prends une distance 2 fois plus petite, la force devrait être 4 fois plus grande. Donc de 1 10 puissance moins 6, nous devrions passer à 4 10 puissance moins 6. 1 fois 4 étant égal à 4, vous le savez bien. Et donc nous nous mettons à 1,50 m de distance entre les deux centres des masses M1 et M2, et nous avons bien une force qui est de 4 fois 10 puissance moins 6 newtons. Donc maintenant, pour comprendre comment est-ce qu'on peut concrètement faire un calcul, eh bien on va faire un exemple.
calculer la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur une voiture d'une tonne. On veut donc calculer la force de gravitation exercée par la Terre sur une voiture d'une tonne. Les données, c'est les valeurs numériques dont on va avoir besoin pour pouvoir réaliser le calcul. Comme d'habitude, on commence par écrire la formule que l'on va utiliser, c'est-à-dire celle qui va nous permettre de calculer la force de gravitation. Donc, on va l'appeler force de gravitation exercée par la Terre sur la voiture. Donc, j'écris T pour Terre sur V pour voiture. On se souvient que la formule c'est grand G fois la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B divisé par la distance qui sépare les deux objets au carré. Ici, on va remplacer directement les symboles par les symboles que l'on a ici pour bien comprendre à quoi ça correspond. La masse de l'objet A, on va dire que c'est la masse de la Terre, donc je l'écris MT. Ici, l'objet B, c'est la voiture. Et ici, la distance dont on parle, eh bien, la voiture, dessin, la voiture, elle est à la surface de la Terre. La voiture, elle est à la surface de la Terre, et donc la distance qui la sépare du centre de la Terre, puisqu'on a vu que les forces de gravitation s'appliquaient au centre de gravité des objets. Le centre de gravité de la Terre, il est là, et cette distance qui les sépare, c'est le rayon de la Terre, RT. Donc la distance qui est là, on va l'appeler directement RT, c'est le rayon de la Terre. Donc ça, c'est juste pour que vous compreniez, on peut y passer. On vérifie que tout est dans la bonne unité. On se souvient des unités. Ici, c'est en newton. Pour G, je ne l'écris pas parce qu'on vous le donne chaque fois dans la bonne unité. Il n'y aura jamais de piège avec G. Ici, les masses doivent être en kilogrammes. Et la distance doit être en mètres. Alors, on vérifie que c'est bien le cas. MT, la masse de la Terre, on nous la donne bien en kilogrammes, donc pas de problème. MV, la masse de la voiture, et bien la masse de la voiture, on vous le dit dans la consigne, c'est une tonne. Une tonne, c'est pas en kilogrammes, donc il faut faire la conversion. Donc, on va écrire, on fait la conversion, MV est égal à une tonne, et vous savez tous que une tonne, c'est 1000 kg. Ce qui est égal à 1000 kg. Ensuite, RT. RT, il est ici en kilomètres. Alors qu'on le veut en mètres, il faut donc le convertir. RT qui est égal à 6370 km. Pour passer des kilomètres au mètre, on multiplie par 1000. Vous savez que 1 km, c'est 1000 mètres. Donc on multiplie par 1000. Ce qui va nous faire 6 370 000 mètres. On commence à faire une écriture qui est un petit peu longue. Mais vous avez, je l'espère, déjà vu les puissances de 10 et la notation scientifique. On va donc transformer ce grand nombre pour l'écrire en notation scientifique, ce qui est beaucoup plus pratique. Pour la notation scientifique, on va refaire un tout petit exemple. Je veux par exemple écrire 300 en notation scientifique. 300, c'est égal à 3 fois 100. Ce qui est aussi égal à 3 fois 10 fois 10. 10 fois 10, 100. Et 10 fois 10, c'est 10 puissance 2, 10 au carré. Donc c'est égal à 3 fois 10 puissance 2. Comme ça qu'on passe de la notation classique à la notation scientifique d'un nombre. Donc là, vous avez vu qu'on a décalé la virgule de 2 rangs vers la gauche, ce qui revient à multiplier par 10 puissance 2. C'est-à-dire que si je la décale d'un rang, je vais faire 10 puissance 1. De 2 rangs, 10 puissance 2. De 3 rangs, 10 puissance 3. Et si je décale la virgule vers la droite, dans ce cas-là, on fera 10 puissance
moins 1, ce qui reviendrait à divisé par 10, 10 puissance moins 2 divisé par 100, etc. Ici, la virgule est là, il faudrait déplacer la virgule de 6 rangs vers la gauche, donc multiplié par 10 puissance 6. Donc le rayon de la Terre, 6,37 fois 10 puissance 6, et attention, ça c'est en mètres. Je n'ai pas écrit les zéros qui sont ici, puisqu'ils ne m'apportent aucune information, il n'y a donc aucun intérêt à les réécrire ici. Maintenant que nous avons toutes les valeurs dans les bonnes unités, nous pouvons remplacer chaque symbole par sa valeur dans la formule. Alors, grand G, on regarde. 6,67 fois 10 puissance moins 11. 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois la masse de la Terre. 5,97 fois 10 puissance 24 fois 5,97 10 puissance 24 fois la masse de la voiture, 1000, divisé par le rayon de la Terre, et on fait bien attention à ne pas oublier le carré. Pour ne pas oublier le carré, on va mettre tout ce chiffre, ce nombre-là, entre parenthèses, et tout ça au carré. 6,37 fois 10 puissance 6, le tout au carré. Maintenant, encore une étape un petit peu compliquée, puisqu'il faut taper ce gros calcul sur votre calculatrice. Alors, pour taper ce calcul sur votre calculatrice, il faut commencer par mettre la barre de fraction, puisqu'ici il y a aussi une barre de fraction, et puis ensuite on y va. 6,67 fois 10. Pour mettre la puissance, on utilise le x avec un carré au-dessus pour pouvoir mettre ce que l'on veut dans la puissance. Donc ici, moins 11, moins 11. On n'oublie pas de bien redescendre de la puissance, sinon, si je continue à écrire multiplier, il va s'afficher ici. Donc pour redescendre de la puissance, j'appuie sur la flèche de droite, fois 5,97 fois 10 puissance 24, on redescend encore, fois 1000. On va maintenant descendre pour mettre le dénominateur. On n'oublie pas les parenthèses. Entre parenthèses, 6,37 fois 10 puissance 6. On redescend, on ferme la parenthèse et on met le tout au carré. Et ce coup-ci, on peut utiliser directement la touche carré. Et nous avons donc le résultat qui est de 9813,44. On ne gardera que les premiers chiffres avant la virgule qui sont suffisamment précis, soit 9813. Et on obtient donc 9813 newtons pour la force exercée par la Terre sur la voiture. On écrit toujours une phrase pour expliquer le calcul que l'on vient de réaliser. La force de gravitation exercée par la Terre sur la voiture est de 9813 newtons. Dans le chapitre précédent, on avait vu ce qu'était le poids. Le poids étant la force de gravitation exercée par un astre sur un objet à sa surface. Et ça devrait bien correspondre à la même chose que cette force de gravitation exercée par la Terre sur la voiture. La voiture est bien un objet à la surface d'un astre qui là est la Terre. On peut essayer, pour vérifier, de voir si on trouve la même chose en calculant le poids de la voiture. Alors, le poids, c'est égal à masse fois petit g, on se souvient. Ici, la masse de la voiture elle est de 1000 kg. Une tonne, et petit g, 9,8. 1000 fois 9,8, 9800 newtons. On retrouve bien la même chose,
à quelques petits détails près, mais qui viennent de la précision du calcul. Ici, petit g n'était pas donné avec une grande précision, c'est donc normal qu'on ne retrouve pas la même précision ici. Mais donc on retrouve bien la même chose, et ce qui correspond bien à ce qu'on avait dit, que ces deux forces sont la même chose. Ici, on l'appelle le poids, parce que c'est dans une situation très particulière, pour un objet à la surface d'un astre, alors que quand on utilise cette formule, qui est plus générale, elle permet de calculer l'attraction gravitationnelle entre n'importe quel objet,